Je vous traduis le début des Métamorphoses d'Ovide, Publius Ovidius Naso, poète latin du début de notre ère d'après la légende. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Animus fert dicere, littéralement âme porte dire, c'est-à-dire mon esprit me pousse à expliquer, je suis incité par mon fort intérieur à raconter, mutatas formas, les formes ayant été modifiées littéralement, la transformation des formes, in nova corpora, en de nouveaux corps. On ne peut pas avoir de résumé plus succinct des Métamorphoses d'Ovide, dicere mutatas formas in nova corpora. Dit Dieu, Ovide invoque ici les dieux, dit est un vocatif pluriel, vous les dieux, et l'on a deux impératifs à la deuxième personne du pluriel, adspirate et diducite, liés par l'enclitique que, qui se trouve être collé à prima que. Mais cette conjonction de coordination relie en réalité les deux impératifs. En poésie latine, il y a souvent une liberté dans la position du que de liaison. Au lieu d'avoir adspirate deducite que, le que de liaison a été transféré à la fin d'un autre mot, en l'occurrence prima, ce qui donne prima que, sur la ligne précédente. Adspirate meis coeptis, littéralement favoriser mes choses y ont été commencées, meis coeptis, datif pluriel, complément de l'impératif adspirate. La phrase contient une incise, namuos mutastis et illas, mutastis pour mutavistis et et pour etiam. La phrase déployée serait namuos mutavistis etiam illas, car vous aussi vous les avez transformés. Illas, c'est-à-dire illas formas, ces formes. Puisque vous, les dieux, vous avez également participé à la transformation de ces formes, vous pouvez m'aider dans mon projet d'écriture. Adspirate meis coeptis, favoriser mon dessin, mon entreprise. Enclitique que à la fin de prima et deducite, conduisez, Carmen perpetuum, le poème ininterrompu, on pourrait dire le poème fleuve, car les Métamorphoses sont le plus grand poème de l'Antiquité. On dit parfois que c'est l'Énéide de Virgile, mais c'est là une pieuse approximation. En réalité, ce sont les Métamorphoses d'Ovide, d'un point de vue quantitatif, avec 15 livres et près de 12 000 vers. Donc Carmen perpetuum deducite, conduisez le poème fleuve que j'entreprends, a prima origine mundi, à partir de la première origine du monde, ad mea tempora, littéralement à mes temps, c'est-à-dire jusqu'à l'époque contemporaine qui est la mienne, donc de l'origine du monde jusqu'à aujourd'hui. On ne peut guère imaginer une introduction plus courte, ce sont là les premiers vers du livre premier, le sujet, dicere mutatas formas in nova corpora, et une brève invocation aux dieux, dit, vous les dieux, meis coeptis adspirate et Carmen perpetuum deducite. Et l'on entre immédiatement dans le vif du sujet, c'est-à-dire une sorte de genèse, un peu comme dans la Bible, si ce n'est que la Bible est écrite en prose. Ante mare et terras, il faudra dire ante mare et terras, car dans la scansion des vers, le E final de mare s'élide devant une voyelle. Avant la mer et les terres, littéralement, avant que la mer et les terres n'existassent, et caelum, et le ciel, c'est-à-dire et avant le ciel, quod tegit omnia, qui protège tout. Onus erat toto naturae vultus in orbe. Vultus naturae, le visage de la nature, son aspect. Erat onus, était un, était unique,
in toto orbe, sur tout le globe. La nature n'avait qu'un seul aspect dans le monde entier. Quem dixere chaos, littéralement qu'ils appelèrent chaos. Dans ce type de syntaxe, le relatif quem est sujet de la proposition infinitive introduite par dixere, qui est une forme concurrente du parfait dixerunt. La phrase en prose serait par exemple dixerunt eum chaos esse, eum pour vultum naturae. Ils ont dit qu'il, eum, le visage de la nature, était un chaos. En supprimant le verbe être esse, en remplaçant dixerunt par dixere, et en mettant le sujet à l'accusatif eum en tête de phrase, on obtient eum dixere chaos. En remplaçant le pronom eum par le pronom relatif correspondant quem, on obtient la formulation du poème quem dixere chaos, qu'on a appelé chaos. La troisième personne du pluriel traduisant notre on français si pratique. Dixerunt eum chaos esse, ils ont dit qu'il était un chaos, on l'a appelé chaos. Donc, quem dixere chaos, dont on a dit qu'il était un chaos, qu'on a nommé chaos. Rudis indigestaque moles. On reconnaît les adjectifs rudes et indigestes en français. Ici, soit on reconnaît un nominatif isolé, auquel cas on traduit par une phrase nominale telle qu'elle est dans l'original latin, soit on considère le verbe être sous-entendu. Par exemple, haec erat moles, c'était une masse. Rudis, grossière. Indigestaque, et embrouillé. Nec quicquam nisi pondus iners, et rien littéralement si ce n'est un poids inerte. Là encore on peut sous-entendre le verbe être, nec quicquam erat nisi. Quicquam est le positif de nihil après une négation. La syntaxe nihil nisi, rien si ce n'est, traduit souvent la restriction ne que. Cette masse informe n'était qu'un poids inerte. On trouve aussi en prose avec le même sens nihil praeter, rien sauf, donc aussi nec quicquam praeter, ou encore tantum seulement. Par exemple, haec moles tantum erat pondus iners. Cette bouillie, si l'on extrapole un peu, n'était qu'un poids inactif. Donc nihil nisi, nihil praeter, ou encore tantum, pour rendre la très pratique restriction ne que de la langue française. Congestaque eodem, et amassé au même endroit. Eodem est un ablatif adverbial de lieu, et congesta, le participe parfait de congero, entassé, amassé. Il se rapporte à semina au vers suivant. Congestaque eodem et amassé au même endroit. Semina discordia, des semences discordantes. Discordia, neutre pluriel de l'adjectif discorse. Rerum non bene junctarum, littéralement deux choses non bien jointes. D'éléments mal assemblés, non correctement ajustés. Tous ces mots, rudis indigestaque moles, pondus iners, congestaque, discordia semina, sont au nominatif, avec possiblement le verbe être sous-entendu. Ici, congesta eodem a été analysé comme un fragment participial, l'enclitique que étant un lien avec ce qui précède. On peut aussi considérer que congesta est utilisé adjectivement et que l'enclitique relie les deux adjectifs discordia congestaque, malgré l'antéposition du que. Mais alors il y aurait une ascendette entre les deux nominatifs, pondus iners et semina discordia. Dans ce cas, il faudrait une virgule après pondus iners. Et le mouvement de la phrase serait légèrement différent.
nec quicquam nisi pondus iners, semina discordia congestaque. Mais ça ne change évidemment pas le sens. Donc en résumé, le que de congestaque peut soit être lié à ce qui précède, soit être lié à l'adjectif discordia congestaque. Dans ce deuxième cas, pondus et semina ne sont pas liés, puisque le que relie alors discordia et congesta. Une virgule après pondus iners permet alors de séparer les deux nominatifs. Donc la ponctuation moderne d'un texte latin dépend de celui qui l'établit. Et c'est ce qui explique qu'elle peut varier d'une édition à l'autre. Nullo saduc mundo praebebat lumina titan. Nullus titan, aucun titan. Praebebat, n'offrait, aduc, encore, mundo, au monde, lumina, des lumières, littéralement. Il n'y avait pas encore de titan pour offrir de la lumière au monde. Titan désigne ici le soleil. Le soleil ne donnait aucune lumière. Nec nova crescendo reparabat cornua phoebe. Phébé du grec phoebe, brillante, qui désigne ici la lune. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'E dans l'eau, ni dans l'A. Toutes les lettres étaient séparées. D'où la présentation de Phoebe avec O et E séparés. Cela dit, dans les textes très anciens, tout était écrit en majuscules, sans espace ni ponctuation, ce qui rendait la lecture encore plus difficile. Nec Phoebe donc, ni Phébé. Reparabat, ne restaurait, ne remettait en état, on reconnaît le verbe réparer. Nova cornua, ses cornes neuves, c'est-à-dire renouvelées. Crescendo, littéralement, par le fait de croître, par la croissance. Crescendo est l'ablatif du gérondif de cresco. Ne pas confondre l'ablatif du gérondif avec le participe présent. Le participe présent exprime une simultanéité. Par exemple, nous nous promenions en parlant. Ambulabamus loquentes. Loquentes, participe présent. Ici, au nominatif pluriel, apposé à nos, sous-entendu, nos ambulabamus. Alors que l'ablatif du gérondif exprime une cause, le fait de réaliser quelque chose. Par exemple, en lisant vous deviendrez savant, en lisant signifie par le fait de lire, donc legendo doctus fies. Si l'on considère le vouvoiement en français, qui correspond en latin à une deuxième personne du singulier, ici fies. De même on dit fabricando fit faber, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire par le fait de forger, fabricando, ablatif du gérondif, qui peut devenir, soit dit en passant, adjectif verbal, si le verbe a un complément. C'est en lisant des livres que vous deviendrez savant. Legendo seul devient adjectif verbal, legendis libris, par le fait de livre devant être lu. Legendis libris doctus fies. On peut certes dire legendo libros, mais on rencontrera souvent legendis libris. Ce genre de transformation allant du gérondif à l'adjectif verbal n'étant obligatoire qu'avec une préposition, et ce parce que la préposition est très contraignante. Par exemple, ad libros legendos, in libris legendis, etc. Donc, nec phoebe reparabat nova cornua crescendo, en mettant les mots latins dans l'ordre français usuel, ni Phébé ne réparait ses cornes renouvelées par la croissance. Nec tellus, tellus la terre, on reconnaît le début de tellurique en français, ni la terre, pendebat, ne pendait, in aere circum fusso, dans l'air répandu tout autour, ponderibus librata suis, tenu en équilibre par ses propres poids, littéralement. Ponderibus suis, ablatif pluriel,
complément d'agent du participe passif librata. Nec amphitrité, ni amphitrite, Amphitrite, qui est la déesse de la mer. Porexerat brachia, n'avait étendu ses bras. Porexerat est le plus que parfait de porrego, constitué de la racine por, qu'on retrouve dans l'adverbe porro, en avant, plus loin, et rego, dirigé. Donc porrego, dirigé en avant, tendre. Longo margine terrarum. Ici, il faut sous-entendre la préposition in longo margine terrarum. Sur le long bord des terres, littéralement. On reconnaît le mot marge en français. Quoique fuit tellus, quoi est ici un relatif de lieu, paro littéralement, associé à l'enclitique que, qui a pour réponse illic, ici. En prose on dit plutôt ubi, ibi. Où il y avait ceci, là aussi il y avait cela. Ubi erat tellus, là où il y avait la terre. Ibi etiam erant, ici était aussi. Pontus et aer, la mer et l'air. Pour des raisons de versification, on a ici quoi, illic, avec un sens approchant. Quoique fuit tellus, et là où il y avait de la terre. Illic et, c'est-à-dire illic etiam, ici aussi. Sous-entendu errant, était au pluriel. Pontus et aer. Pontus désigne poétiquement la mer. À l'origine, il s'agit de la mer Noire, le pont Euxin, d'où les pontiques du même Ovide. Epistolae ex ponto, les lettres du pont, où il exprime sa tristesse d'avoir été exilé à Tom, ou Tomis, suivant les prononciations, aujourd'hui Constanța, au bord de la mer Noire de l'actuelle Roumanie. Il n'était pas très content de ça, si l'on peut dire. Il avait composé les tristes avec la même idée. Le malheur de son exil forcé, dont les causes exactes sont peu connues. Il dit dans le livre 2e des Tristes, « Cur liquid vidi, pourquoi ai-je vu quelque chose ?» Et dans le livre 3e, « Peccatumque oculos est abuisse meum » littéralement, mon péché est d'avoir eu des yeux, oculos abuisse. Il a donc vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Il a peut-être été témoin d'une scène interdite, mais on n'a pas le détail de cette condamnation. On peut penser que l'hélicoptère de Balavoine, durant le Paris-Dakar, a eu un motif analogue, ce que semble montrer une enquête citoyenne. Il a vu quelque chose des trafics en tout genre, ou alors le caractère caritatif de son entreprise a été détourné à d'autres fins. Et comme il avait été conduit le président dans une émission télévisuelle en direct, on a dû lui envoyer les chacals des nébuleuses supraétatiques. Alors que Johnny, lui, qui participait également à ce genre de course, n'a pas été inquiété. Ah que j'ai rien vu, ah que la nuit tous les chats sont gris, ah que je t'aime. Donc vous voyez que les temps n'ont pas tellement changé. Ovide soumis n'a subi qu'un exil, mais son sort eût été tout autre en cas d'insolence caractérisée. Donc flou artistique le plus complet autour de son exil à Tomis. D'ailleurs, il décrit dans sa poésie un autre phénomène de société, à savoir la cohabitation au bord de la mer Noire des Grecs et des Gètes, qui ne se passe pas très bien car ces deux peuples sont peu miscibles. Il y décrit des violences, des incivilités permanentes, surtout émanant des Gètes, moins bien civilisés. Là encore, on retrouve des analogies avec l'Europe moderne, car les peuples ne veulent pas forcément vivre ensemble et le font savoir, d'où une lutte entre les premiers occupants et les autres, quand les mœurs ne sont pas compatibles. Ces problèmes-là ne dépendent pas du siècle. Ils étaient les mêmes dans les millénaires précédents. Que ce soit le rapport entre le haut et le bas de la pyramide,
ou le rapport entre autochtone et extracontinental d'origine. Comme on dit, nihil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil. Sic erat instabilis tellus, la terre était ainsi chancelante, c'est-à-dire qu'aucun humain n'aurait pu s'y tenir debout, si l'homme avait existé à ce moment primordial, bien entendu. Inhabilis unda, la racine na renvoie à la nage, qu'on retrouve en français. L'eau n'était pas nageable, littéralement. Il eût été impossible à l'animal d'y nager, encore moins d'y naviguer dans cette turbulence primitive. Loquisegem saer, l'air manquant de lumière. Nulli sua forma manebat. En principe, l'adjectif possessif suus, ici au féminin sua, ne peut pas se trouver au nominatif dans une proposition principale. En prose, on dit eius, de celui-ci ou de celle-ci. Suus au nominatif ne peut se trouver que dans une subordonnée indirecte. Par exemple, il demande où est son père. Quaerit ubisit pater suus. Suus renvoie au sujet de la principale, quaerit. Mais en poésie, il y a une tolérance. Nulli sua forma manebat, littéralement, sa forme ne se maintenait pour rien. On ne dira pas pour personne, car il n'y avait pas encore d'être animé. Nulli, c'est-à-dire nulli rei, datif pour aucune chose. Il est difficile de savoir à quoi renvoie sua forma sa forme. Car il y a 3 candidats précédents, aer, unda, tellus. Le mieux est de penser que soi renvoie non pas à ce qui précède, mais à ce qui suit. Obstabatque aliis aliud. Et l'un aliud, c'est-à-dire n'importe quelle chose. Obstabat aliis, s'opposait aux autres. Et soi renvoie à aliud, n'importe quelle chose. Il faut donc inverser les formules pour comprendre. N'importe quelle chose s'opposait aux autres et sa forme ne se maintenait pour aucune. Donc non seulement suus ne peut pas se trouver au nominatif dans une principale, mais en principe il renvoie plutôt à ce qui précède et non à ce qui suit. Quand on dit sa forme, on est supposé savoir la forme de quoi. Donc l'analyse grammaticale se justifie par l'inversion des 2 fragments. Aliud obstabat aliis, suaque forma, c'est-à-dire iusque forma, manebat nulli, sous-entendu rei. Quia corpore in uno, parce que dans un seul corps, in uno corpore, frigida pugnabant calidis, les choses froides, littéralement. Frigida est un neutre pluriel, au nominatif, sujet de pugnabant, combattait avec les choses chaudes. La préposition cum calidis, est sous-entendue. Elle est exprimée au vers suivant, molia cum duris. Umentia sicis, le verbe et la préposition sont sous-entendus. Il faut comprendre umentia pugnabant cum sicis. Les choses humides combattaient avec les choses sèches. Molia cum duris, sous-entendu pugnabant. Les choses molles avec les choses dures. En développant, cela donnerait frigida pugnabant cum calidis, umentia pugnabant cum sicis, molia pugnabant cum duris. Le français rendra tous ces pluriels par des singuliers. Le froid luttait contre le chaud, l'humide contre le sec, le mou contre le dur. Sine pondere abentia pondus, ayant un poids sans poids. Abentia, participe présent au nominatif neutre pluriel, qui se rapporte aux 3 sujets neutres, frigida, umentia, molia. Anc Deus et melior litem natura diremit. Deus, un Dieu, et natura melior, et la nature meilleure, littéralement. C'est-à-dire devenant meilleur,
s'améliorant petit à petit dans ce désordre primitif, car la matière était encore informe. Tout était encore tous sens dessus-dessous, les atomes se tenaient à chaos si l'on peut dire. Donc un dieu avec la nature qui se bonifie avec le temps. Diremit anc litem interrompirent cette lutte, ce désaccord. On reconnaît le début du français litige. Diremit parfait de dirimo, mettre fin à, cesser. Diremit au singulier, bien qu'il y ait deux sujets, deus et natura. C'est ce qu'on appelle un accord de voisinage. On accorde avec le sujet le plus proche. Nam caelo terras abscidit, car ils séparèrent les terres du ciel. On a de nouveau un verbe au singulier qu'on traduit par un pluriel. Le sujet sous-entendu, c'est le même que précédemment, deus et natura, un dieu et la nature. La préposition est sous-entendue, elle est indiquée au vers suivant, c'est abaere. Comme précédemment, cum était sous-entendu, mais indiqué par la suite. Abscidit terras acaelo. Il sépara les terres du ciel. Sujet sous-entendu deus, par exemple, si l'on traduit par un singulier. On reconnaît la racine du verbe français scinder, dont abscidit. Et absciditundas terris, terris c'est-à-dire a terris, préposition sous-entendue, et ils séparèrent les eaux des terres. Et liquidum spisso secrevit abaere caelum. Et secrevit, parfait de Secarno, de nouveau un singulier qu'on rend par un pluriel, et ils désunirent les trois parfaits, diremit, abscidit, secrevit, renvoient à la même idée, celle de mettre fin à une lutte, de séparer les éléments belligérants. Liquidum caelum, le ciel fluide, abaere spisso, de l'air épais.